Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de résilience, de courage et de réussite. Ce qui m'a inspiré ce podcast, c'est beaucoup de jeunes auditeurs qui me contactent en mode déprimé, en me disant l'observateur, je suis au bout de ma vie. Pas de copine, un boulot de merde, un appart de merde, un diplôme de merde qui ne mènera jamais à rien. J'ai vraiment besoin de sortir de cette impasse. Et quand je lis ce genre de commentaires, je me dis mais faut motiver les troupes, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous arrive, les mecs? Ce n'est pas possible d'être déprimé lorsqu'on est jeune et surtout lorsqu'on est un homme. Et je pense qu'il est important que tout homme qui souhaite s'en sortir comprenne les notions que je vais développer dans ce podcast. Tout d'abord, pour commencer, la vie d'un homme est un marathon. Ce n'est pas un sprint, le chemin est toujours long et on atteint son potentiel, on atteint notre meilleure version bien plus tard que les femmes. Un homme atteint son plein potentiel vers 35-40 ans et ce que j'entends par plein potentiel, c'est la convergence entre les revenus, le physique, la stabilité émotionnelle, la confiance en soi, etc. Alors que les femmes en général atteignent leur plein potentiel à 20-25 ans et ensuite c'est une pente descendante vers la ménopause. Et vous imaginez la chance que c'est que d'être un homme, celle de ne pas avoir de ménopause, celle de ne pas avoir de limite à notre capacité reproductive, celle de pouvoir nous améliorer année après année, de devenir un peu meilleur chaque année, du moment qu'on s'en donne les moyens, bien sûr. Et pour ma part, si ça peut vous rassurer, à 25 ans, je n'étais rien du tout. À 25 ans, je passais ma journée, je passais ma vie à bosser comme un esclave. C'était l'époque où je faisais tous les jours le trajet Paris-Rouen parce que je n'arrivais pas à me loger à Paris, ou du moins je n'arrivais pas à me loger décemment. Il était hors de question que j'habite dans une chambre de bonne où il fait 45 degrés en été et je m'étais résigné à continuer à habiter à Rouen et aller travailler en agence d'architecture tous les jours à Paris. Mon trajet, c'était du 2 heures de porte à porte, 2 heures aller, 2 heures retour. Je passais 4 heures par jour dans les transports. Autant vous dire que je n'avais pas de vie, que je n'avais pas de vie sociale, que je n'avais quasi pas de vie affective. Parce que j'étais debout à 5 heures du matin, je me couchais à 21h30, 22 heures. Et comment t'arrives à caser une soirée, une sortie, quand tu bosses autant et quand tu passes autant de temps dans les transports? Et en général, les week-ends, j'étais épuisé et je les passais essentiellement à dormir. Mais je n'ai jamais regretté cette période parce que pour moi, quelque part, j'étais en guerre. J'étais en mode samouraï. J'ai jamais regretté le fait de ne pas être suffisamment sorti, de ne pas avoir fait suffisamment la fête, de ne pas avoir suffisamment voyagé quand j'étais jeune parce qu'aujourd'hui, je le fais très largement. Mais c'est vrai que contrairement à tous les jeunes qui m'entouraient, contrairement à mes collègues, à mes amis de l'école d'architecture, je sortais beaucoup moins, je voyageais beaucoup moins, je passais mes étés à travailler. Et pourquoi je faisais ça? Parce que pour moi, ce qui était terrifiant, et je le savais, je l'ai su très tôt, c'était de rater sa vie. Il était hors de question que je devienne un tocard à 2 000 € par mois. Ça, je le savais très tôt, et je savais que pour y arriver, fallait mettre de l'énergie, fallait faire des sacrifices. Tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Faut choisir. Ou tu passes tes vacances d'été quand tu es jeune à aller en Espagne avec les voyages tout compris, 300 € pour passer 5 jours, ou tu travailles. Faut choisir. Et je me souviens, quand je travaillais à Paris, j'avais une collègue, une connaissance d'école d'architecture qui m'avait contacté. C'était une gonzesse qui vivait toujours en Normandie et qui cherchait du travail et qui n'arrivait pas à en trouver. Vous savez que l'architecture, c'est devenu aussi une filière chômage, hein. Il y a trop de monde, trop de compétition, les salaires sont pas très élevés. C'est devenu de la merde, c'est devenu n'importe quoi. Et elle me dit... Comment tu fais pour trouver systématiquement du travail? À chaque fois que tu postules pour quelque chose, tu trouves du taf. À chaque fois que tu vas quelque part, tu trouves du taf. Comment tu fais? Je savais pas quoi lui répondre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me suis formé, j'ai bossé, j'ai appris des choses que toi, t'as pas appris. Pendant que tu faisais des soirées, que tu te prenais des kilomètres de queue, moi, je travaillais.
J'apprenais des logiciels que j'étais pas obligé d'apprendre. J'apprenais 3D Studio Max, Maya pour faire des modélisations. Et c'est comme ça qu'on m'embauchait facilement parce que c'était une compétence qui était rare à l'époque. Aujourd'hui, c'est banal. Tout le monde maîtrise la 3D, Revit, etc. Mais à l'époque, c'était extrêmement rare de trouver quelqu'un qui maîtrisait ces logiciels et c'était extrêmement en demande. Donc, dès que j'avais ça sur mon CV, en général, les gens m'appelaient. Mais tout ça, c'est venu avec du travail. Au lieu d'aller en soirée, j'apprenais des logiciels tout seul le soir. Je me renseignais, je lisais des tutoriels en anglais, en français. Et il n'y a pas de secret dans la vie. Il n'y a pas de secret. Ou tu choisis les sorties, les soirées, l'amusement, la gratification rapide et tu deviendras un tocard, une merde. Tu iras rejoindre les armées d'esclaves du tertiaire. Ou tu travailles, tu fais des choses que les autres ne font pas, tu apprends des compétences que les autres n'ont pas, tu deviens rare, tout ce qui est rare est cher, et tu t'en sors. C'est la seule règle dans la vie. Quand quelqu'un veut t'embaucher, quand quelqu'un veut acheter tes services, la question qu'il se pose, c'est pourquoi toi et pas un autre? Qu'est-ce que tu as de mieux que l'autre? Pourquoi je te paierai toi et pas un autre? Quelle est la compétence que tu as en plus? Dis-moi, intéresse-moi. Raconte-moi un peu l'histoire qui fera que j'aurai envie de t'embaucher ou de payer tes honoraires à toi plutôt qu'à un autre. Et encore une fois, il n'y a pas de secret dans la vie. 99% des gens avec qui j'étais en école d'architecture sont des tocards salariés à 2000 € par mois. S'ils sont encore en Normandie, ceux qui sont restés en province, ils tournent entre 1800 et 2000, 2200 par mois. Ceux qui sont sur Paris, ça va faire 10 ans qu'ils sont bloqués à 2400 € par mois. Voilà leur avenir. Si vous les entendez parler, ils vont tous se plaindre en disant « Ouais, les salaires n'ont pas augmenté depuis 10 ans, ouais, c'est difficile. » Mais si vous regardez leur passé, il n'y a pas de surprise. Si vous regardez l'énergie qu'ils ont mis à se former et à apprendre, leur salaire correspond à leurs compétences. Tu prends n'importe quel mec à 1700 balles ou à 1500 balles qui est là en train de pleurnicher « Ouais, les salaires sont bas, faudrait une augmentation, révolution, gilet jaune. » Tu le regardes, tu lui fais « Viens ici mec, viens ici. » D'accord, t'es à 1500 €, la vie est difficile. Mais tu peux me raconter un peu ton cursus? T'as fait quoi? Tu peux me raconter un peu ce que t'as fait de plus que les autres? Et souvent, le mec, il a fait un master en psycho, ou en socio, ou en histoire de l'art, ou en enculerie de mouche, mais un truc de branleur. Il a fait la fête pendant ses études, il a couru après les gonzesses toute sa vie, il s'est payé des petites vacances en Espagne, les petites vacances d'esclaves tout compris à 300 € la semaine. Et après, ça vient se plaindre en mode « Ouais, je gagne pas assez ma vie ». Et puis, il y en a qui viennent te dire « Ah, mais toi, t'as de la chance. Toi, t'as vraiment eu de la chance. T'es tombé sur les bonnes agences. T'as fait le bon parcours. T'as fait de la maîtrise d'œuvre d'exécution. T'es vraiment chanceux. Puis t'es parti à Londres. Et puis t'as rencontré les bonnes personnes, etc. » Et t'as envie de dire à ces gens « T'étais où quand je me levais à 5 h du mat'? T'étais où quand j'étais dans le Paris-Normandie à 6h50 ? 6h50 dans le train pour aller bosser, tous les matins. T'étais où quand je passais des soirées jusqu'à minuit, 1h, 2h du mat, à apprendre 3D Studio Max, Maya, Revit? T'étais où quand je me défonçais la gueule tout seul? T'appelles ça de la chance, connard? T'appelles ça de la chance? Moi, j'appelle ça du travail. C'est ça que la majorité des tocards ne comprennent pas. Le tocard pense que celui qui a réussi est un chanceux. Il se dit jamais, mais jusqu'à quelle heure il a travaillé? À quelle heure il se levait tous les matins? Il a fait quoi comme sacrifice? À quel point il avait la dalle? À quel point il avait envie de réussir? À quel point il avait la rage? Le tocard, il comprend pas ce genre de choses. Le tocard se dit « Ah, mais toi, t'as eu de la chance. T'as rencontré les bonnes personnes. » J'ai pas rencontré les bonnes personnes, mec. J'ai bossé, c'est tout. Et les bonnes personnes, tu ne les rencontres que quand tu bosses. Les gens qui réussissent ne fréquentent pas les tocards. Les gens qui réussissent sont allergiques aux tocards. Ils les reconnaissent, à l'odeur, au regard, à la façon de marcher. Ils vous détectent immédiatement. Les gens qui sont prêts à vous donner une opportunité arrivent à voir dans vos yeux si vous méritez cette opportunité. Ils arrivent à voir si vous avez faim, si vous avez envie, si vous avez la dalle. La majorité des gens n'ont rien dans les yeux, ils n'ont rien dans le regard.
Ils sont là, ils arrivent avec leur CV. Oui, j'ai fait école de psycho ou de marketing. Voilà. Tu lui dis, t'as appris quoi dans ton école de marketing? T'as appris à vendre des stylos? Tu t'es pris pour le loup de Wall Street, connard? Puis en bas du CV, ils vont vous mettre j'aime les randonnées et les voyages. Qu'est-ce que t'es con, putain. Tu crois que je cherche une hôtesse de l'air? J'en ai rien à branler que t'aimes les voyages. Pourquoi tu mets en bas de ton CV aime les voyages? Tu t'es cru chez Ryanair? Le mec postule pour un poste de vendeur, il te met en bas du CV aime les randonnées et les voyages. Alors peut-être les randonnées parce que tu vas marcher dans le magasin. Je peux te dire que des allers-retours chez Darty, tu vas en faire. Mais on en est là, quoi. On en est là. On est face à des gens qui font des études de merde, qui n'ont pas d'envie, qui ne se forment pas au-delà de ce qu'ils devraient. Ils font le strict minimum comme des milliers d'autres personnes. Et après, ça ne comprend pas pourquoi ça n'y arrive pas. Ah, je comprends pas, j'ai fait des études, j'ai fait un master. Un master, le mot magique. Ah, j'ai fait un master en psychologie d'enculage de mouches, j'y arrive pas à trouver de travail. Mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de jeunes comme toi qui ont fait des masters. Qu'est-ce que t'as à m'offrir? Qu'est-ce que t'as de plus à m'offrir? À mes yeux, t'es un tocard comme tous les milliers d'autres tocards. Dis-moi ce qui fera la différence. Dis-moi ce qui me donnera envie de t'embaucher et de te payer. Donc l'une des choses les plus importantes à comprendre, c'est que souvent dans la vie, t'as le résultat que tu mérites. Je sais que c'est dur à entendre, beaucoup de gens pensent qu'ils sont lésés par le gouvernement, lésés par le système, lésés par je ne sais quoi. Tu n'as que ce que tu mérites dans la vie. Si tu as fait le service minimum, c'est quoi le service minimum? Tu as eu ton bac, tu as passé ton diplôme, tu as fait des petites fêtes et des soirées, tu ne t'es pas formé plus qu'il n'en faut, tu n'as pas appris de langue, tu n'as pas appris l'anglais, l'allemand, l'espagnol, des langues qui auraient peut-être pu t'ouvrir des portes, tu as fait le strict minimum, eh bien je vais te dire ce qu'on obtient lorsqu'on fait le strict minimum, on obtient le strict minimum. Lorsque tu fais le strict minimum, tu mérites ton salaire de 1000 balles ou 2500 balles. C'est dur à entendre ce que je dis, mais la vie te donne ce que tu lui donnes. La vie te récompense en fonction de l'énergie que tu mets. Si tu traverses la vie avec la discipline et le courage d'un samouraï, la vie te traite comme un samouraï. Si tu traverses la vie avec le courage et la discipline d'une petite pute, la vie te traite comme une petite pute. Et c'est pour ça qu'il est important d'en faire plus. Je sais qu'on est dans une civilisation de feignasses qui passe son temps à se branler face à des pornos et à jouer aux jeux vidéo. C'est une réalité, mais il faut comprendre que si tu veux réussir, il faut en faire plus. Il faut parler au moins 2, 3 langues. Il faut apprendre des choses que les autres n'apprennent pas. Il faut s'éduquer, il faut se cultiver. Il faut savoir se construire une pensée cohérente. Il faut être articulé. Il faut savoir parler. Il faut savoir exprimer ses idées. Tu as des gens qui veulent des augmentations. Ils ne savent même pas comment formuler leur demande d'augmentation. Ils ne savent même pas faire face à leur patron et expliquer pourquoi ils méritent une augmentation. En général, c'est ça fait 2 ans que je suis là, je pense que je mérite une augmentation. Non, ça fait 2 ans que tu fais de la merde, tu mérites rien du tout. C'est pas comme ça que tu argumentes une augmentation. C'est pas comme ça que tu expliques pourquoi tu mérites une augmentation. C'est pas ça fait 2 ans, 3 ans que je suis là, donc je dois être augmenté. Si ça fait 3 ans que tu fais de la merde, tu mérites rien du tout. Ou peut-être une petite augmentation de 2-3% pour compenser l'inflation, mais c'est tout ce que tu mérites. Si tu veux expliquer à un businessman, à un entrepreneur pourquoi tu mérites une augmentation, faut que tu parles sa langue, faut que tu parles la langue des chiffres. Faut que tu expliques comment ton département, ta section a explosé son chiffre d'affaires. Faut que tu expliques comment, en raison des heures supplémentaires que tu as pu faire, en raison du travail que tu as fait, ce que tu as apporté à l'entreprise, comment ton absence, si tu pars, pourrait nuire à l'entreprise. Faut que t'expliques quelque part quelle est la qualité qui fait qu'on devrait te payer mieux que les autres. C'est pas j'étais là, je suis là depuis 3 ans, je mérite une augmentation. Tu mérites rien du tout si tu fais de la merde depuis 3 ans. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, la vie d'un homme, la vie de toute personne qui veut réussir, homme ou femme, doit être une vie d'apprentissage et de formation
permanente. C'est fini les histoires de j'ai eu un diplôme il y a 10 ans, je suis dans la même boîte et j'irai à la retraite dans la même boîte. C'est terminé ces conneries et tout le monde le sait. Si tu ne te formes pas constamment, si tu n'es pas constamment à niveau, si tu n'es pas constamment, si tu n'as pas la niaque, si tu n'as pas l'envie pendant toute ta carrière, tu n'arriveras à rien. Et tu te feras remplacer dès qu'il y aura quelqu'un de plus jeune, de plus courageux qui arrivera sur le marché. Pourquoi ? Parce que si tu n'as rien de mieux que les autres, pourquoi on va te garder ? Pourquoi on va garder un salarié blasé, fatigué, vieillissant, qui n'a rien de plus que les autres, alors qu'on pourrait prendre un petit jeune ? Par contre, si tu es un salarié vieillissant, mais qui parle anglais, allemand, espagnol, qui a des compétences de malade, qui a des connaissances qui sont très difficilement remplaçables, je peux te dire qu'on va le garder. Le petit jeune, il ne fera pas le poids à côté. Et il y a plein d'entreprises aujourd'hui où il y a des personnes qui devraient partir à la retraite, mais qu'on ne peut pas mettre à la retraite parce qu'ils ont des compétences extraordinaires. Tu as plein de boîtes d'ingénieurs, d'avocats, de notaires, de juristes, des cabinets médicaux où tu as des salariés ou des associés qui ont allègrement passé les 60 ans, 65, 67 ans et qui sont encore là. Parce qu'ils ont des compétences exceptionnelles qu'on ne peut pas remplacer comme ça, parce qu'ils ont les carnets d'adresses, parce qu'ils ont les connaissances, parce qu'ils maîtrisent les process, parce qu'ils ont des qualités que les jeunes générations n'ont pas. Donc la clé de la réussite, c'est la compétence. C'est pas le CDI, c'est pas le fait d'avoir un contrat permanent. Je sais que le CDI, c'est une obsession en France, les gens ne rêvent que ça. J'ai l'impression que le Français moyen ne rêve que deux choses. Ou avoir un CDI dans le privé, ou devenir fonctionnaire dans le public. Ça, c'est le Graal. Ils rêvent de rien d'autre, les mecs. C'est devenu l'ambition nationale. Mais je peux te dire que si t'es une merde, ton CDI, ça ne vaut rien. Si quelqu'un veut te virer, il va te virer. Il trouvera une excuse pour te virer. Le vrai CDI, c'est la compétence. Le vrai CDI, c'est la capacité d'être employable constamment et partout. C'est ça la vraie sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi, c'est pas un bout de papier, c'est pas le contrat sur lequel il y a marqué CDI. La sécurité de l'emploi, c'est la compétence qui fera que tu seras constamment employable chez cet employeur ou chez un autre, peu importe, mais les gens voudront de toi. Et c'est pour ça qu'il faut tout mettre sur la formation, sur la compétence. Et la chance d'être un homme, c'est la chance d'être dans ce marathon, dans le temps long. Et il faut arrêter de paniquer si à 25 ans, 26 ans, 27 ans, vous avez des vies de merde. J'ai presque envie de dire, c'est normal. C'est un passage obligé. Ce qui fera la différence, c'est ce que tu fais de ce temps. C'est ce que tu fais de ce temps de galère. Où tu passes ta vingtaine à pleurnicher, à te plaindre, à faire des manifs, à bouffer des sandwichs sur les ronds-points en faisant la chenille, en espérant qu'il va se passer quelque chose. Je vais te dire un truc, il se passera rien. Va faire la révolution si tu veux. Je vais te dire un truc, il se passera rien. Les pauvres d'aujourd'hui seront les pauvres de demain et les riches d'aujourd'hui seront les riches de demain. Va faire des manifs, va crier dans la rue, va casser des vitrines. Je te donne une info. Écris-la, note-la, j'espère que tu as un carnet avec toi. Il se passera rien. Le tocard est destiné à rester un tocard. Le nombre de manifs, le nombre de vitrines cassées ne changera rien. Je me souviens, il y avait un gamin qui avait interpellé Macron à une époque. Il lui expliquait qu'il n'arrivait pas à trouver de boulot malgré ses études. Ça avait fait scandale dans les médias parce que Macron lui avait répondu « Traverse la rue, il y a du boulot chez les restaurateurs en face ». Et le gamin était outré. « Comment, moi qui ai fait des études, je vais aller traverser la rue pour faire de la plonge ?» Et les médias ont repris ça. Macron a dit à un jeune étudiant d'aller travailler, d'aller faire la plonge, d'aller faire le serveur dans les restos. Ça avait choqué tout le monde. Alors, j'ai pas de sympathie particulière pour Macron, mais sur ce coup-là, je vais vous dire un truc. Il avait raison. Pourquoi rechigner à bosser dans un resto ? J'ai bossé dans des restos, j'ai fait de la plonge, j'ai lavé des assiettes entre 19h et 2h du matin. Tous les soirs, à Rouen, sur la place du Vieux Marché. Et quand tu vois ce gamin étudiant qui se plaint à Macron, je trouve pas de boulot, et qui se plaint ensuite parce que Macron lui a dit va laver des assiettes, t'as envie de lui dire t'es mieux que moi mec. Tu rechignes à aller faire la plonge, t'es mieux que moi. Je faisais des études d'architecture et j'allais laver les assiettes le soir. T'es mieux que moi. Tu considères que t'es quoi ? T'es de la race des seigneurs, t'es un homme supérieur, t'es quoi ? T'es une merde. T'as fait des études de merde, tu mérites ton statut de merde et tu devrais aller laver des assiettes en fermant ta putain de gueule.
T'es pas mieux que tous les jeunes qui font des petits boulots en attendant de s'en sortir. Tu te prends pour qui? Et le mec, c'était pas un diplômé des mines ou de HEC ou de Ponts et Chaussées ou d'une grande école. C'était un gamin qui avait fait des études de merde. Je sais pas s'il avait fait agronomie ou autre chose, mais il avait pas fait un truc brillant. Donc tu trouves pas de boulot, va laver des assiettes comme je l'ai fait, ferme ta gueule, baisse la tête et attends que ça passe. Ça m'a pas tué de laver des assiettes. C'était un mal nécessaire. Fallait le faire. Je touchais un salaire à temps plein. Hein. Je gagnais 1000 euros. J'étais au SMIC, quoi. Je gagnais 1000 euros, mais j'étais étudiant. C'était énorme pour moi. Et je faisais un temps plein le soir. 18h, 1h, 2h du matin. Parce que quand le resto fermait, je restais pour nettoyer, pour nettoyer la cuisine surtout. Et donc, je partais 1 heure après que le resto soit fermé. J'ai fait ça pendant 1 an. Et ça me rend fou quand j'entends une petite pute d'étudiant qui a fait des études de merde rechigner à aller bosser dans un resto, être scandalisé avec toute la gauchiasse de journalistes, des trous du cul qui font des métiers de merde, reprendre l'info en disant « c'est scandaleux, Macron a dit à un étudiant d'aller faire la vaisselle ou d'aller bosser dans un resto ». Oui, va faire la vaisselle, ferme ta gueule. Va laver des assiettes dans des restos, ferme ta gueule, baisse la tête, attends que la tempête passe et tu deviendras un homme, mon fils. Comment tu crois que ça se forge un homme? Ça se forge en se branlant face à du porno tous les soirs? Tu crois que c'est comme ça que tu deviens un mec? Tu crois que tu deviens un mec en pleurnichant face caméra, ouin, Macron il m'a dit d'aller laver les assiettes? C'est comme ça que tu deviens un mec? Et aujourd'hui, le plus grand mal de notre civilisation, c'est pas le chômage, c'est pas la crise économique, c'est la pleurniche. La plus grande maladie de notre époque, c'est la pleurniche. C'est des mecs sans volonté, sans testostérone, sans courage, ils sont là, ils attendent qu'un truc arrive. Je vais te donner l'info, il va rien se passer. Il va rien se passer pour ta petite gueule de merde parce que t'es une feignasse. Tu peux attendre 2 siècles si tu veux. Il va rien se passer pour ta gueule. Parce que t'es une feignasse. T'as des gamins, ils sont là, ils regardent au ciel, ils attendent qu'un truc tombe, ça va changer, la révolution, les gilets jaunes, ça va changer. Il va rien se passer, ça va rien changer. T'attends le retour du Christ, il reviendra pas. La dernière fois qu'il est venu, on l'a savaté, on lui a craché sur la gueule, on lui a pissé dessus. Moi, je serai le Christ, je reviendrai pas, je vous préviens. Tu regardes l'état de l'humanité, tu te dis qu'ils aillent tous se faire enculer. Jésus revient. Non, Jésus, il veut plus revenir. Il est venu une fois sur terre, vous lui avez défoncé la gueule. On l'a dénoncé, moqué, insulté, frappé, caillassé. Qu'est-ce que tu veux qu'il revienne? Il est remonté à la maison mère, il a dit à son papa « L'humanité, c'est de la merde. J'y retourne plus. Vas-y toi si tu veux, moi j'y vais pas. » Envoie Belzébuth, il a rien à branler. Et en plus, il leur ressemble, il a la même dégaine. Envoie Belzébuth. Blague à part, au lieu de pleurnicher, formez-vous. Formez-vous, la vie d'un homme, c'est long. Et l'objectif qu'il faut avoir lorsqu'on est un homme, c'est 35, 37, 40 ans. C'est là que vous allez culminer, c'est là que vous allez devenir quelqu'un si vous avez fait le travail avant, si vous avez mis l'énergie nécessaire avant, si vous avez balancé le courage nécessaire avant. Si tu as pleurniché pendant ta vingtaine, si tu as passé ta vingtaine à jouer aux jeux vidéo, à courir après les femmes, à acheter des séminaires en séduction, tu seras une merde, je te donne l'info. Tu seras une merde parce que tu as un cerveau de merde, un comportement de merde, une énergie de merde et de la testostérone de merde. T'es une merde. Donc si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Et ça amène le deuxième point dont je voulais parler, qui est justement ça, qui est justement cette phrase qu'il faut retenir. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien. À un moment, il faut se rendre à l'évidence, il se peut que tu sois dans une impasse. Voilà, tu as essayé, tu as fait des choses, tu t'es formé, tu es dans une impasse, il n'y a rien qui se passe. À ce moment-là, il faut appuyer sur le bouton nucléaire, il faut faire un changement radical. Et par changement radical, j'ai envie de dire, si tu vis en France ou en Belgique ou peu importe, ou au Canada, et que tu galères, et que tu tournes en rond, et qu'il n'y a rien qui se passe, et que tu vois rien venir, fais quelque chose de radical. Et quel est l'exemple d'une chose radicale ? Prends un billet pour la Nouvelle-Zélande, barre-toi, va travailler dans les fermes pendant 1 an. Pourquoi la Nouvelle-Zélande ? Tout d'abord parce que c'est beau, c'est un pays magnifique, et c'est un pays où il y a du boulot. Tu débarques aujourd'hui, en moins d'1 semaine,
tu as trouvé du boulot dans une ferme, peu importe le travail, ça ne sera pas facile. Mais bon sang de bon sang, l'expérience que ça va te donner, les gens que tu vas rencontrer, les paysages que tu vas voir. Il y a un collègue qui m'avait raconté comment son voyage en Australie avait changé sa vie et comment il s'en rappelle aujourd'hui comme la meilleure expérience de sa vie. Vous savez, pour les Britanniques, c'est normal d'aller en Australie, c'est un baptême du feu. Je connais quasiment personne qui ne soit pas allé en Australie après le lycée. Et lui, il me dit, je voulais y aller. À l'époque, il avait une copine. Sa copine lui dit, si tu pars pour 1 an, c'est trop long. Moi, je te quitte. Il est parti quand même. Il lui dit, ok, si tu veux me quitter, quitte-moi. Mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et pendant 1 an, il a bossé, il a fait des petits boulots. Et il a trouvé du travail dans un club de plongée. Il faisait le nettoyage des équipements. Il faisait le nettoyage des sols, des pontons, des bateaux aussi parfois. Et il avait eu des cours de plongée gratuits grâce à ce travail. Et il me dit, c'est la plus belle expérience que j'ai jamais vécue parce que il croisait des gonzesses qui venaient prendre des cours de plongée. Il faisait la fête tous les soirs avec les moniteurs de plongée, avec les clients. Il voyait des paysages extraordinaires. Et si tu veux, si tu vis pas ces expériences quand tu es jeune, tu les vivras quand? Si tu ne vis pas ce genre d'expérience, ce genre d'aventure quand tu es jeune, tu comptes les vivre quand? Et cerise sur le gâteau, il revient et sa copine le reprend sans aucun problème. Pourquoi? Parce que les femmes aiment les aventuriers. Vous inquiétez pas, les menaces, si tu pars, je te quitte. Si t'es un homme bien, si t'es un homme solide, si t'es un homme qui lui plaît et que tu veux partir vivre tes aventures, n'écoute pas les menaces à la con, si tu pars, je te quitte. C'est un shit test. C'est un shit test. Tu partiras et je vais te dire un truc. Quand tu reviendras, c'est toi qu'elle reprendra. Pourquoi? Parce que il y a combien de tocards qui feront le poids? D'accord, elle va peut-être rencontrer des mecs pendant que tu seras pas là, forcément. Mais il y en a combien qui feront le poids face à toi? Il y a pas beaucoup de gens qui font le poids face à des aventuriers, face à des hommes courageux. La majorité des hommes, c'est pas des gens extraordinaires. La majorité des hommes sont assez plats, sont assez banals. Les aventuriers, les rêveurs, les voyageurs, c'est une minorité. Et c'est ce qui les rend extrêmement séduisants. Donc non seulement il est allé en Australie, il a vécu ses aventures, et en plus il a gardé sa copine au retour. Donc si t'es dans une impasse, arrête de tourner en rond, travaille un peu, mets suffisamment d'argent de côté pour t'acheter un billet pour la Nouvelle-Zélande et pour pouvoir survivre 1 ou 2 mois, et pars. Pars parce que t'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Tu me dis que tu vis une vie de merde. Tu me dis que tu ne vois pas de perspective. Tu me dis que la France est un pays de merde. Et à juste titre. J'ai vu peu de pays aussi pénibles que la France. Du moins, dans le monde développé. Le problème de la France, c'est pas l'argent ou le fait que ce soit un pays riche ou pas. C'est pas ça le problème de la France. Le problème de la France, c'est les mentalités. Les mentalités négatives, les mentalités de merde. En fait, il y aura toujours quelqu'un pour te démotiver en France. C'est incroyable. Tu mets les pieds en France, t'as l'impression que les gens se lèvent le matin en se disant « lui, je vais le démotiver ». Il y a une espèce de négativité, de méchanceté ambiante, je sais pas d'où ça vient, mais je le sens d'ailleurs, je le sens les rares fois où j'ai l'occasion de traverser encore Paris, je sens cette négativité, cette méchanceté, cette morosité, cette ambiance de merde que t'as pas en Angleterre. À Londres, il y a de l'énergie, ça vibre, il se passe des choses. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Les gens ont les mêmes galères, il y a les mêmes problèmes de salaire, d'inflation, etc. Mais ça vibre, il se passe quelque chose. Les gens sont positifs. En France, c'est la déprime généralisée. Le pays entier est sous cacheton. Et c'est contagieux. C'est contagieux. Tu prends le plus rêveur, le plus optimiste des entrepreneurs, tu le mets en France ou tu le fais vivre en France pendant 1 an, le mec, il finit sous cacheton. Donc si tu penses que la France est un pays de merde et qu'il faut se barrer, je te le confirme, c'est un pays de merde. Il y a des gens qui supportent ça, il y a des gens qui s'en rendent pas compte, qui pensent que c'est normal, ils supportent cette morosité, ils l'ont adoptée, ils ont fait corps avec la morosité, ils ont fait corps avec la déprime, mais moi je te le dis, c'est pas normal. Tu mettras les pieds en Australie, en Nouvelle-Zélande, tu verras que le monde est différent. La France, c'est pas le monde. La France, c'est un pays de déprimés. C'est un pays de déprimés sous cacheton. L'un des plus grands consommateurs d'antidépresseurs au monde. Donc le deuxième point que je souhaitais aborder, s'il ne se passe rien, barre-toi. Arrête de tourner en rond,
Parce qu'il ne se passera rien si tu ne fais rien. Donc à un moment, si tu as tenté des choses, si tu as essayé de placer des pions, tu t'es formé, tu as mis de l'énergie, tu as mis du courage, il ne s'est rien passé, tu galères, tu tournes en rond, eh bien profite du temps qu'il te reste pour faire quelque chose. Parce que quand tu es jeune, ta plus grande valeur, c'est le temps. C'est pas l'argent, c'est le temps et la santé. C'est ton plus grand capital, la santé et le temps. Si tu perds ça, il ne te reste plus rien. Donc profite de ce temps, tu prends un billet pour la Nouvelle-Zélande et tu te barres. Si tu as suffisamment d'argent, tu le fais tout de suite, tu prends un billet ce soir et tu te barres. Si tu n'as pas encore assez d'argent, travaille un peu, quelques mois, fais n'importe quel boulot de merde, bosse dans un hangar Amazon, va bosser dans un resto, peu importe, ramasse quelques milliers d'euros, achète un billet pour la Nouvelle-Zélande et barre-toi. Arrête les dégâts, barre-toi. Et qu'est-ce qui va t'arriver ? De quoi t'as peur ? Il y a un auditeur qui m'avait dit « Ouais, l'Observateur, ça me tente la Nouvelle-Zélande, mais j'ai trop peur, mes parents. » Tes parents ? T'as peur ? Oh, t'as peur, tes parents ? Tu vas laisser tes parents tout seuls ? Ah oui, c'est triste. C'est dur, la vie. T'as peur d'être loin de ta copine ? Oh, c'est dur. Ah, c'est vrai, tu retrouveras plus jamais de copine. Ah, c'est difficile. Avec une mentalité comme ça, t'iras nulle part, mec. T'iras nulle part, mec. Si tu ne veux pas réussir ta vie parce que tu as peur de blesser tes parents ou de blesser ta copine, je vais te dire un truc, t'es dans la merde. T'es condamné à la misère. Parce que je vais te dire quelque chose, tes parents n'en ont rien à branler de toi, malgré ce que tu peux penser, et le meilleur service que tu puisses rendre à tes parents, c'est de devenir riche, c'est pas de rester à leur côté, mais c'est de devenir riche. C'est comme ça que tu pourras vraiment les aider, et ta copine te dégagera à la moindre occasion. Dès qu'elle trouvera un meilleur sgeg, elle ira voir ailleurs. Dès qu'elle trouvera quelqu'un qui la prend mieux que toi et qui la savate mieux que toi, elle ira voir ailleurs. Donc, ces histoires de « j'ai peur de partir parce que ma copine, j'ai peur de partir parce que mes parents », c'est des excuses de merde que tu es en train de te donner parce que tu es une couille molle, parce que tu es un peureux, parce que tu n'as jamais rien fait de ta vie et parce que tu ne feras rien. Donc, écoute-moi, prends ce conseil et barre-toi. Si tu es dans une impasse, barre-toi. Tu me remercieras plus tard. Va tondre des moutons, va traverser la Nouvelle-Zélande en bagnole, fais des expériences, baise des meufs sur la route, baise des meufs dans les fermes. Il y en a plein, tu vas rencontrer. Il y a plein de travailleurs saisonniers. Tu vas rencontrer de l'anglaise, de l'australienne, de la française. Tu pourras baiser autant que tu veux dans les auberges, dans les fermes. Tu te feras une expérience de malade. Il y a de grandes chances que tu ne reviennes pas. Et si tu reviens en France, je peux te dire que tu seras transformé, tu seras un homme nouveau. Le troisième point que je souhaitais aborder, c'est que les temps ont changé. Les temps ont changé. Le temps où on faisait un diplôme, on faisait des études pour avoir un métier qui correspond à ces études, c'est fini, c'est terminé. Mis à part, encore une fois, je le dis toujours et je le répète, pour les sciences dures. Forcément, si tu veux construire des ponts, tu es obligé de faire des études de génie civil ou de faire ponts et chaussées parce que ces choses-là, ça ne s'apprend pas encore sur Internet. Et même si ça s'apprend sur Internet, c'est pas aussi facile que ça, à moins que tu sois un génie, un quotient intellectuel de 160. Mais pour tout le reste, toutes les sciences molles, tous ceux qui font histoire de l'art, langue, sociologie, psychologie, tout ça, vous n'aurez pas de boulot. Vous n'aurez pas de boulot, je vous le dis tout de suite. Et les études que vous faites, faut pas les faire pour trouver du boulot. C'est la question sur laquelle les gens se trompent, c'est qu'ils pensent que les études vont leur donner accès à un métier. Ce qui est faux. Fais philosophie si tu as envie. Fais licence de français si tu as envie. Mais ne le fais pas pour trouver du boulot. Fais-le pour apprendre, pour te former. Fais-le parce que tu es passionné. Fais-le pour apprendre à parler. Les études ne sont pas inutiles. Ça forme le cerveau, ça forme la pensée. Pour ceux qui font de bonnes études, du moins, ça te permet d'être articulé, ça te permet de savoir t'exprimer, ça permet de savoir passer des idées de façon intelligible, de façon rationnelle et structurée. Donc, c'est ça qu'il faut tirer des études. Savoir lire et écrire correctement, tu as plein de gens qui ne savent plus écrire, et ensuite, fais autre chose. Fais autre chose. Rien ne t'empêche de monter un business, de monter un café, un resto, un bar, une école de plongée. Tu peux très bien faire des études de philosophie et finir avec une école de plongée ou monter une école de plongée
parce que c'est ta passion. Et c'est ça la réalité du monde aujourd'hui. C'est fini, j'ai fait philosophie, je deviens prof en philosophie. Non! Penser comme ça, c'est penser comme un tocard, c'est penser comme un mec qui vit encore dans les années 50. C'est fini tout ça. Donc ne faites pas des études pour trouver un métier, faites des études pour vous former, pour avoir une pensée structurée, et ensuite faites autre chose. Tu peux très bien faire des études d'architecture parce que tu es passionné par le bâtiment, par les volumes, par la conception de l'espace, par les matériaux, parce que tu es passionné par le métier, par l'histoire, et faire autre chose, faire investisseur en immobilier, faire investisseur en Airbnb, exploiter ce savoir d'architecte pour faire autre chose. Mais tu peux très bien avoir un diplôme d'architecte sans ne jamais mettre les pieds dans un cabinet d'architecture. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça ne rémunère plus. Un architecte, c'est quoi? C'est 2000 balles, 2200 balles, sauf si tu es associé, sauf si tu travailles à ton compte, sauf si tu fais de la maîtrise d'œuvre d'exécution comme je le fais, qui fait que les salaires sont beaucoup plus élevés, les rémunérations sont beaucoup plus élevées. Mais à part ça, la majorité des archis, c'est des galériens. C'est des galériens à 2000 balles. Mais ça reste un domaine intéressant à apprendre, ça reste un domaine passionnant, sauf que la désillusion, c'est quand tu verras qu'on ne fait plus d'argent en architecture. Donc si tu veux toujours faire des études d'architecture malgré ce que je te dis, eh bien prépare-toi à faire autre chose. Prépare-toi à exploiter ce savoir d'architecte pour monter ta boîte de BTP. Aujourd'hui, n'importe quelle boîte de BA13 ou de parpaing ou de maçonnerie ou de carrelage gagne beaucoup plus de fric qu'un cabinet d'architecture moyen. Parce que dans le bâtiment, l'argent est dans l'artisanat, dans l'entrepreneuriat, dans la construction. C'est pas dans la conception. Parce qu'il y a tellement de concepteurs que ça ne rapporte plus rien. La conception ne rapporte rien parce qu'il y a trop de monde et notamment beaucoup de femmes. Dans tous les métiers où les femmes arrivent en masse, les salaires se pètent la gueule. Voilà, si vous voulez un métier où vous gagnez de l'argent, faites un métier où il n'y a pas de femmes. La compétition des femmes, en général, tire les salaires vers le bas. Et en numéro 4, il faut être conscient de la reproduction sociale, qui est une réalité. Il faut savoir que la majorité d'entre nous reproduisent les schémas de nos parents. En général, ton niveau social, ton milieu social, c'est quelque chose que tu gardes pour le restant de tes jours. Et il y a très peu de gens qui sont capables de casser, de briser la reproduction sociale. Vous savez, c'est un peu vouloir réussir lorsqu'on est né dans une famille pauvre ou dans une famille de fonctionnaires ou dans une famille qui n'a jamais entrepris. C'est comme une fusée qui veut essayer de s'extraire de la gravité terrestre. T'es là, tu mets de l'énergie, t'as tous tes boosters à fond, t'essayes de décoller et t'as la gravité qui te ramène vers le bas, vers ta misère. Viens ici, t'es une merde, faut que tu restes une merde. Même dans ta famille, quand t'entreprends ou quand tu veux prendre des risques et que t'es issu d'une famille de tocards, et par tocard j'entends salariés, fonctionnaires, enfin les gens qui ont des boulots normaux. Quand t'essayes de t'extraire de ça, tout le monde te ramène vers le bas. Y compris dans ma famille, Je suis pas en train de dire que j'échappe à la règle. Je suis aussi d'un milieu social normal, classe moyenne. Et quand j'essaye de tenter des choses, j'ai toujours des membres de ma famille qui essayent de me ramener vers le bas. J'ai ma mère qui me dit attention, fais gaffe avec ça. T'es sûr que tu veux acheter tel truc? T'es sûr que tu veux investir dans tel truc? Et à un moment, je lui dis écoute, si à chaque fois que je te parle, c'est pour me communiquer ta peur, je ne te parle plus et je ne t'appelle plus. Elle l'a mal encaissé, mais j'étais obligé de lui parler comme ça. Pourquoi? Parce que ma mère est une peureuse. Comme toutes les femmes, c'est une peureuse. Dès qu'elle entend que je vais prendre des risques, que je vais aller faire un road trip en Nouvelle-Zélande, que je vais faire tel investissement, elle commence un peu à paniquer et le mot qu'elle utilise le plus, c'est « attention, fais attention ». Et je lui ai dit j'ai pas besoin qu'on me démotive. Je prends suffisamment de risques dans ma vie, je fais suffisamment de choses risquées pour ne pas en plus entendre du matin au soir attention, 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 il va se passer un truc. Je lui ai dit clairement, si à chaque fois que je t'appelle, c'est pour me démonter le moral, je ne te parle plus. Et elle a compris. Maintenant, quand j'appelle ma mère, c'est la météo, comment ça va, tout va bien, ça se passe bien, la santé ça va, ouais, la santé très bien. Et ça s'arrête là. Parce que tu n'as pas besoin de ça quand tu entreprends. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de gens courageux, tu as besoin de gens qui te motivent. Tu n'as pas besoin de pleurniches autour de toi. Le risque, tu le prends, il est là. Le risque est suffisamment grand. Tu le sais, tu en es conscient tous les soirs quand tu dors, tous les matins quand tu te lèves.
tu vérifies ta trésorerie, tu regardes si tu as assez de thunes, tu regardes si tu as payé tes assurances, tu vérifies s'il n'y a pas un client qui te casse les couilles, tu vérifies s'il n'y a personne qui est en train de porter plainte contre toi. Ces trucs-là, quand tu es entrepreneur, ça te tombe tous les matins sur la gueule. Donc la peur, tu l'as déjà à la base. Tu crois vraiment que tu as besoin autour de toi de personnes qui, en plus, te rappellent cette peur constamment? Tu n'as pas besoin de ça. Donc ces gens-là, il faut les dégager. Il faut les dégager parce que quand tu es une fusée qui essaye de s'extraire de la gravité terrestre, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de boosters, tu n'as pas besoin de gens qui sont là pour te casser les couilles parce que eux sont des peureux, parce que eux n'ont jamais rien fait dans leur vie et ils pensent que toi, c'est pareil. Et la reproduction sociale, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que c'est ce qui fait que beaucoup de gens restent dans la moyenne de leur famille. C'est assez rare des familles de tocards où tu as un millionnaire comme ça qui sort. Le mec, voilà, ses parents n'ont jamais rien fait, c'est des salariés, toute sa famille, c'est ouvrier, salarié, et puis lui, boum, il monte une chaîne de resto, il monte une chaîne de pizzeria. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Et est-ce que tu imagines le courage qu'ont eu ces mecs pour s'extraire à leurs conditions? Est-ce que tu imagines toute la résistance, toute la négativité, toute la peur que leur ont transmis ou que leur a transmis leur famille pour les empêcher de faire ce qu'ils avaient envie de faire? Donc la peur, l'échec se transmet aussi quasi génétiquement de génération en génération. Donc si tu n'es pas conscient de ça, et si à aucun moment tu ne brises le cycle de la reproduction sociale, tu es condamné à rester dans le même milieu socio-professionnel, le même que celui de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, avec une petite différence, plus ou moins, parce que les temps ont changé. Au lieu de travailler dans une usine à charbon ou dans une mine à charbon, tu iras travailler dans le tertiaire pour un patron de merde que tu détestes et tu feras face à ton écran toute la journée et dès qu'il aura les yeux tournés, tu iras sur Facebook, Instagram pour t'amuser un peu. Voilà ton destin si tu n'es pas conscient de la reproduction sociale et si tu ne fais rien pour t'en extraire. Et pour revenir à notre sujet central, celui selon lequel un homme n'est jamais fini, pourquoi il faut toujours garder le panache, le courage, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation. Et pour illustrer tout ce que je viens de vous dire, je vais vous raconter l'histoire de Ray Kroc, le fondateur de la franchise McDonald's. Ray Kroc est un Américain et à l'âge de 52 ans, c'est encore un tocard. Il vit une vie de merde, il est commercial et il vend des machines à milkshake. Sa routine, son quotidien, c'est de traverser les États-Unis en essayant de vendre quelques machines à des restaurateurs. Vie de merde, salaire de merde, femme de merde, et il essaye des choses parce que c'est quelqu'un d'intelligent, il tente des choses, il a des idées, mais il n'y a rien qui se passe. Et à 52 ans, il est encore dans cette situation commerciale avec un costard pourri, dans une voiture pourrie, à traverser l'Amérique. Puis, il est contacté à un moment par deux frères, deux restaurateurs, qui souhaitent acheter des machines à milkshake, qui souhaitent en acheter 6, puis ils annoncent qu'ils veulent en acheter 8. C'est énorme. Ray se dit, mais c'est beaucoup, je connais aucun resto qui achète autant de machines à milkshake. Donc il se déplace pour leur rendre visite. Les deux frères qui s'appellent les frères McDonald lui font visiter le restaurant parce qu'ils sont très fiers de ce nouveau resto et surtout du système qu'ils ont mis en place qui leur permet de faire ou de concevoir des burgers en 30 secondes et des burgers de qualité. À la base, McDonald's, c'était un resto de qualité avec des produits de qualité. Et même si le process qu'ils ont mis en place permettait de fabriquer des burgers extrêmement vite, la qualité était là et la qualité était au cœur de McDonald's. Et c'est là que Ray Kroc a une idée de génie. Il se dit, mais ça, faut le franchiser. Pourquoi ? Parce que c'est un process qui est tellement facile, qui est reproductible quasiment à l'infini, et on peut avoir autant de restos qu'on veut, parce que le système est génial. Tu peux former n'importe qui à créer un McDonald's. Et Ray Kroc n'a qu'une seule idée, n'a qu'une seule obsession, c'est de transformer le restaurant des frères McDonald en franchise. Et c'est ça son innovation. Beaucoup de gens disent « Oh, il n'a pas créé McDonald's, il a volé l'idée. » Non, il a créé la franchise. Sans lui, McDonald's serait resté un petit resto à burger comme il y en a tant aux États-Unis et on n'aurait jamais entendu parler de McDonald's. L'innovation de Ray Kroc, c'est la franchise qui a transformé McDonald's en chaîne mondiale qui pèse plusieurs millions de dollars, plusieurs milliards de dollars. Et l'autre innovation, c'était de respecter la qualité dans tous les restos. Parce que quand tu as un resto, deux restos, trois restos, tu peux vérifier
Quand tu es le boss, tu vas faire le tour, tu regardes, tu vérifies l'hygiène, les produits, les frigos. Mais quand on a 30 000, comment tu vérifies, comment tu contrôles la qualité? Et ça, c'est aussi une autre innovation de McDonald's, c'est d'avoir mis en place les process, d'avoir mis en place des formations types qui permettent de former un manager n'importe où sur Terre pour pouvoir gérer un resto McDonald's. Et d'ailleurs, vous n'entendrez personne tomber malade, vous n'entendrez jamais une intoxication alimentaire dans un McDo. Ça n'existe pas. Vous entendrez ça dans un kebab, dans un resto quelconque, mais McDo, c'est un peu la référence. C'est pas de la bouffe de qualité, d'accord. Mais en tout cas, choper la chiasse chez McDonald's, c'est quasiment du jamais vu. Donc Ray Kroc amène deux grandes innovations majeures que beaucoup ont repris par la suite. L'innovation de la franchise, de démultiplier ce modèle à l'échelle mondiale. Et la deuxième innovation, c'est les process. C'est le respect des process, de l'hygiène sur l'intégralité des restaurants sur le globe. Et ça, je peux vous dire que c'est pas facile. S'il y en a parmi vous qui ont des restos et qui m'écoutent, vous savez très bien à quel point c'est difficile de surveiller ses salariés, l'hygiène, les frigos, la chaîne du froid, etc. Et faire ça sur plusieurs dizaines de milliers de restos à travers le monde, je peux vous dire que c'est une vraie innovation. La charte McDonald's pour former les managers et leur permettre d'avoir la même formation partout sur Terre est une innovation en soi. Donc Ray Kroc se lance dans cette idée, il vend ça aux frères McDonald, les frères McDonald résistent un peu, puis ils acceptent, pourquoi pas, la franchise, ils signent un contrat, ils le laissent faire. Au départ, il galère, personne ne le suit, sa femme ne le suit pas, les banques ne les suivent pas, il finit par hypothéquer sa maison. Là encore une fois, les risques que prend l'entrepreneur. T'as beaucoup de gens, ils sont là, ouais, Ray Kroc, il a rien fait, Ray Kroc, il a volé l'idée des frères McDonald. Vas-y, toi, hypothèque ta maison pour faire des affaires. On verra si tu arrives à dormir la nuit. C'est ça l'entrepreneur. C'est le mec qui hypothèque sa maison, qui a deux doigts de se retrouver dans la rue pour monter son affaire, parce que c'est une obsession chez lui. C'est une question de vie ou de mort. Tu deviens un vrai entrepreneur quand tu te dis « je préfère dormir sous un pont que de continuer à vendre des milkshakes de merde tous les jours. Je préfère dormir sous un pont, je préfère dormir dans la rue que de retourner un jour de plus bosser dans cette entreprise de merde ou dans cette usine de merde ou dans cet entrepôt de merde. » C'est là que tu deviens un vrai entrepreneur. C'est quand la peur du salariat, la peur de retourner dans ce boulot de merde du tertiaire est tellement grande que tu es prêt à tout pour réussir. Et quand tu atteins ce niveau d'énergie, de panache, d'envie, tu es inarrêtable. Lorsque tu n'as plus peur de perdre ton boulot parce que tu le détestes, lorsque tu n'as plus peur de te retrouver à la rue, de perdre ta femme, de perdre tes amis, parce que tu détestes tellement ta vie que tu es prêt à tout pour réussir, c'est là où tu deviens un vrai entrepreneur. Donc le mec hypothèque sa maison, il se lance dans les franchises, il commence à avoir des franchisés, ça marche plus ou moins bien parce qu'au départ, les franchisés, c'est des gens qu'il rencontre dans son club, dans son country club à l'américaine, vous savez, là où les familles de la classe moyenne supérieure et aussi les riches se rencontrent le soir, le week-end, pour échanger des idées, pour discuter. C'est là aussi que les contacts se font, etc. C'est un truc très américain, il n'y a pas d'équivalent en France. Ça existe aussi en Angleterre, les Gentlemen's Club, mais là c'est encore différent, c'est très masculin. Mais en tout cas, il sort en soirée avec sa femme, il rencontre des gens et il essaye de leur vendre la franchise, des gens qui ont les moyens. Mais ça ne se passe pas très bien parce que ils ne respectent pas les process. C'est souvent des vieux retraités qui veulent juste placer leur argent. Ça ne fonctionne pas. Ils visent une autre catégorie de personnes. Ils s'orientent plutôt vers des gens simples, des couples, des jeunes couples mariés à qui ils proposent de monter des restos McDo et de monter des franchises. Et là, ça commence à marcher. Ils réalisent en fait que les gens simples savent mieux gérer ce type de resto que les investisseurs qui veulent juste faire de la thune parce que c'est des gens sérieux, c'est des gens plus terre à terre, c'est des gens qui acceptent la discipline et l'autorité plus facilement. Donc les franchises commencent à marcher. Sauf que Ray Kroc ne gagne toujours pas suffisamment d'argent. Suivant son contrat, il ne touche que 1,5% des revenus de toutes les franchises. Ce n'est pas suffisant. Il demande aux frères McDonald de changer le contrat pour augmenter sa part. Les frères McDonald, très casse-couilles, ils ont été casse-couilles tout du long. Ils lui ont mis des bâtons dans les roues tout du long. Il avait eu un deal, il a réussi à avoir un deal, un contrat avec Coca-Cola
pour associer Coca-Cola à McDonald's et vendre des boissons dans le resto ou dans les franchises, les frères McDonald ont refusé. Ils lui ont cassé les couilles tout du long. Et bien sûr, ils ont refusé d'augmenter sa participation. Ils lui ont répondu, c'est 1,5%, tu toucheras 1,5% et pas plus. Et là, il a la chance de rencontrer un avocat de génie, un mec brillant qui lui dit « Arrête tes conneries ». Et ça, c'est une autre innovation de McDonald's. Première innovation, les franchises. Deuxième innovation, les process qu'on peut reproduire partout sur Terre. Troisième innovation, l'immobilier. Ce mec lui dit « C'est pas avec les burgers que tu vas faire du fric. C'est pas avec des burgers à 50 centimes que tu vas faire du fric. C'est dans l'immobilier que tu vas faire de la thune. » Et il lui dit « T'es franchisé. Comment ils arrivent à avoir les terrains, les restos? Comment ils arrivent à avoir les locaux ?» Ray Kroc lui dit « Ben, ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Nous, on leur vend les process, on leur vend la marque, et eux vont louer des terrains, vont louer des locaux pour établir les restos. » Et cet avocat lui dit, mais non, non, c'est toi qui dois leur louer le terrain, c'est toi qui dois leur louer les locaux, c'est comme ça que tu feras du fric. Donc Ray Kroc monte une entreprise parallèle, il n'informe pas les frères McDonald, il commence à acheter de l'immobilier et à le louer aux franchisés. Donc il touchait non seulement les petites miettes des revenus issus de la vente des burgers, mais maintenant il touchait les loyers que lui payaient tous les franchisés. Et imaginez des milliers de franchisés à travers les États-Unis qui lui payent un loyer. Et voilà comment la fortune de McDonald's s'est constituée. Elle s'est constituée avec l'immobilier. McDonald's est le plus grand propriétaire immobilier, ou du moins l'un des plus grands propriétaires immobiliers au monde. Et McDonald's perçoit des loyers de ses franchisés. C'est un coup de génie. Les gens qui disent « Ray Kroc, il a eu de la chance, c'est un voleur, il a volé une idée », n'ont rien compris à ce qu'est un entrepreneur. Si tu penses que ce qu'a fait Ray Kroc est facile, fais-le. Fais-le. Hypothèque ta maison, parcours les banques pour essayer d'avoir un prêt, essaye d'acheter des milliers de terrains pour les mettre en location, essaye de maîtriser ne serait-ce qu'un quart de ce qu'il a dû maîtriser pour monter McDonald's, et tu comprendras que c'est loin d'être un con et loin d'être un voleur. Les frères McDonald n'ont rien inventé de plus qu'un resto de burgers avec un process élaboré qui permet de faire des burgers en 30 secondes. D'accord, c'est une innovation, mais sans Ray Kroc, on n'aurait jamais entendu parler de McDonald's. Ça serait resté un petit resto perdu au milieu des États-Unis qui vend des sandwichs. Et ce qui me fascine dans la réussite de Ray Kroc, parce que des réussites, il y en a beaucoup, surtout aux États-Unis, c'est le pays de la réussite, c'est le pays de l'entrepreneuriat. Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est que ce mec a fait tout ça à 52 ans. À 52 ans, quand la majorité des hommes sont là en train de compter les annuités, les trimestres, ils se préparent tous à la retraite, dans leur tête, ils sont quasiment morts, t'as un mec qui a le panache, l'énergie de rattraper sa vie à 52 ans, d'arrêter les conneries et de monter une affaire phénoménale. 52 piges. Tout le monde autour de lui se prépare à la retraite. T'as plein d'hommes dans leur tête, à 50 ans, ils sont morts. C'est fini, ils se préparent à la tombe. Ils se comportent comme des gonzesses ménopausées. T'as plein d'hommes, à 50 ans, ça se comporte comme de la petite pute ménopausée. T'as l'impression que c'est fini. Manque plus que les hormones et les bouffées de chaleur. Et pour moi, ça, c'est la différence entre un homme supérieur, un guerrier, un samouraï, quelqu'un qui en veut, quelqu'un qui a la dalle, et la majorité des hommes du quotidien. La majorité des hommes, à 45 piges, 50 piges, ils sont déjà en train de compter les annuités pour la retraite. Les mecs, dans leur tête, ils sont finis. Ils ont plus d'envie, ils ont plus de courage. Ils sont là, ouais, qu'est-ce que je vais faire à 50 ans avec leur gros sur le canapé à bouffer des chips. Chérie, on regarde un Netflix ce soir. Ça, c'est les plus chanceux. Hein. Les autres, ils se sont pris un divorce dans la gueule. Ils ont perdu la maison, ils ont tout perdu. Arrêtez, putain, arrêtez. Vous n'êtes pas des gonzesses ménopausées à 50 ans. Arrêtez les bêtises. Un homme devrait avoir du courage, de l'énergie et du panache de sa naissance jusqu'à son dernier jour sur Terre, de sa naissance jusqu'à sa mort. Un homme ne devrait jamais s'arrêter, jusqu'à son dernier souffle. Et c'est la différence entre un homme supérieur et tous les autres,
un homme supérieur et tous les hommes soja, les hommes vagins ménopausés, la différence c'est que un homme supérieur n'est jamais fini. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.